Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui à l'émission, le réalisateur Pedro Rios en studio. Étudiants et artistes nous parlent d'environnement, la pyrogravure accessible à tous. Et Jean-Félix Mailloux nous fait redécouvrir Ravel. Ce soir, je reçois le photojournaliste, scénariste et réalisateur Pedro Rios. Il se passionne principalement pour le documentaire et le docu-fiction. Il a mené à bien plusieurs projets à Cuba, dont son dernier docu-fiction qui s'appelle Le 8e étage, Jour de révolte. D'ailleurs, le tournage s'est déroulé à l'Hôtel National de la Havane, un établissement d'une grande importance dans les années 70. Bonsoir, Pedro Rios. Bonsoir, Patricia. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Je tiens à le dire, possiblement que les gens à la maison vont se dire, mon Dieu, il me dit quelque chose, je le reconnais. Vous avez écrit pour Le Devoir. Vous avez travaillé sur différents docu-fictions et même sur différents documentaires. Et vous avez travaillé avec des grands noms aussi du Québec. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, surtout et le privilège, de travailler avec de belles personnes ici. C'est pas facile, se laisser pas emballer quand on voit une culture assez riche dans un pays assez petit aussi. Oui. Là, votre dernier docu-réalité parle, entre autres, de les gens qui étaient du côté de Cuba. Donc, je cherche le mot. Les rebelles, pas les rebelles, mais... Oui, tout à fait. Je dirais la guérilla. La guérilla, oui, c'est ça. Les gens qui ont fait la lutte armée quand même. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce docu-réalité-là, comment ça a commencé, puis surtout comment vous avez eu l'idée d'aller tourner à Cuba, parce que ça ne devait pas être chose facile. C'était pas facile, mais quand même, on a... Bon, d'abord, je voulais faire un film sur Jacques Lantos, un ancien ex-combattant de l'FLQ, le Front de Libération du Québec, et qu'il était exilé dans les années 70 pour Pierre le Trudeau, et donc finalement... aller vivre à La Havane. J'étais accepté là. À l'époque, l'Hôtel National, ce n'était pas un hôtel comme aujourd'hui, on le connaît. C'était vraiment un endroit caché où la guérilla et la lutte armée de tout le monde venaient se réfugier, se guérir des blessures ou s'entraîner aussi. OK. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tous les continents, il y avait des dictatures partout. Absolument. On parle d'Haïti, on parle aussi d'Argentine, Chili, etc., etc. Et Pérou, Bolivie, Équateur. Mais c'était comme un plateau tournant de la lutte armée. Cuba, dans une révolution temprane, effervescente, avec Fidel Castro et ses barbudos de l'époque. Donc, vous avez rencontré cet homme-là qui vous a raconté des choses sur sa vie et vous lui avez dit... Il faut absolument que tu écrives le livre de ta vie. Tout à fait. On s'est rencontrés à l'Hôtel National parce que je tournais un film sur Daniela Ferrière. Oui. Et lui, il était l'éditeur de Daniela Ferrière. Il a édité 11 de ses livres, de ses premières, comme Faire l'amour avec un noir sans se fatiguer, jusqu'à L'odeur du café, etc. Et quand on parlait de Dani, mais dans un moment donné de la pause, il regarde le balcon et il dit « Pedro, c'est là où je vais vécu pendant mon temps d'exil. » Et je l'ai motivé pour qu'il écrive ses mémoires. Lui, il a écrit Les plages de l'exil, un bouquin pas mal grand, intéressant. J'ai adoré. Et après, j'ai eu la chance de demander des subventions et j'ai acheté ses droits pour transposer cette histoire-là et faire cette sorte d'histoire un peu entre la réalité et la démesure. On joue là. Donc, dans le fond, vous êtes parti du livre pour créer le docu-réalité. Complètement. C'est vraiment génial. Oui, mais bien sûr que je l'imprègne de d'autres choses. Oui. Mettons, dans les films, je me sers aussi, c'est un autre privilège. J'utilisais des autres films d'archives pour faire un collage, mémoire de sous-développement de Tomás Gutiérrez Alea, L'essor de Fornés, de Pino Solanas. C'était des films qu'à l'époque, 70, c'était des films premiers à Cannes même, que c'était des films formidables et niches à l'époque, mythiques. Aussi, j'ai mis beaucoup de poètes latino-américains. C'est le cas j'ai oublié tout son nom quand j'ai fait une interview, de Roque, des poètes qui ont vécu pas mal la même chose. Julio Cortázar aussi,
des gens qui étaient dans la lutte armée. Ouais. Je l'ai imprégné un peu de mon Oui, latino-américanisme. parce que vous êtes aussi du Venezuela. C'est ça, je suis vénézuélien, je suis né en 70. Et, À cette époque-là, en oui. plus. Mon Dieu, il y a comme plein de liens à Bien faire. sûr, C'est génial. J'étais un bébé quand même, mais c'est une Quand époque qui même. m'interpelle. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même particulier parce que, bon, on parle de docu-réalité, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un narrateur ou qu'on était parfois dans sa tête ou parfois témoin de certains événements qui se passent. Oui. C'est vraiment particulier. Moi, je conseille à tous les gens d'aller voir ce docu-réalité-là. Merci. Et en plus, vous avez été accepté, entre autres, par TVA. Pierre-Carl Pelado qui a accepté. Est-ce que c'est une bourse qu'il vous a offert ou c'est carrément là, un financement? Vraiment, ils ont acheté les films. Oui. Quand je pitchais les projets, OK. ils ont accepté les projets. Et les gens de vrai aussi, les gens de la version vraie Oui. Internet et la version TVA, c'est pour l'année prochaine. Wow. Il est déjà en vrai, en ligne. Et bon, merci à cet impulse-là aussi, parce que bien sûr, le Conseil des Arts, ces gens rentrent là, téléfilms, etc., etc. Mais les déclencheurs, les bougies, c'est juste au moment qu'ils ont rentré, tout ça, les bougies a développé. OK. Sans aucun doute. OK. Puis vous avez gagné quand même beaucoup de prix aussi. On parle, entre autres, là, je ne retiens pas tous les noms des prix, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment très prestigieux. On se le disait, c'était un peu comme un prix à Cannes ou un Oscar que vous avez gagné. Il y a aussi un prix, justement, à Télé-Québec. Non, oui, j'ai reçu un prix de Télé-Québec, mais c'est avec Culture Lénédière. Oui. Mais entre autres petits prix aussi, super intéressant. Mais bien sûr, les prix, ça aide beaucoup. Oui. Mais ils sont bienvenus, bien sûr. Oui, absolument. Mais la quête est une autre, non? On se concentre plus à faire le film et que soit regardé. Oui, absolument. Mais c'est génial. Donc, vous dites que l'an prochain, possiblement, on va être en mesure de le voir sur les ondes, autant de vrai que de TVA. Il est déjà en vrai. OK. Et c'est sur TVA. Et c'est une version un petit peu différente. Oui, C'est parce plus qu'elle a été court. adaptée, effectivement. Exactement, plus OK, court. parfait. Et au cinéma. Si jamais on a envie de vous suivre, parce que vous avez quand même une grande carrière là, comme photographe, cinéaste, est-ce que vous avez un site Internet où on peut continuer de vous suivre sur les réseaux sociaux? Pas vraiment, pas vraiment. Non. Mais je pense que chaque fois... Ça, c'est sur embargo encore, mais je pense que cette année, en octobre, elle va sortir dans un grand festival. Ah, génial. Ici. Parfait. Bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Puis encore une fois, félicitations pour votre œuvre. Félicitations pour toutes les créations que vous avez faites. Merci beaucoup. Et pour votre travail en général. Je sais que vous travaillez avec beaucoup de grands noms. Là, on l'a nommé, entre autres, Dany Laferrière, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est vraiment génial. Merci. Merci pour l'invitation. Les élèves du Collège Saint-Sacrement ont eu la chance de collaborer avec des artistes membres de l'Association des artistes en arts visuels de Terrebonne afin d'illustrer leurs textes en peinture. Un projet qui a permis de saisir les préoccupations environnementales des étudiants lors du vernissage d'Environnart. TVRM s'est rendu sur place. Environnart, c'est un projet, une collaboration entre les artistes de l'AVT, les artistes en arts visuels de Terrebonne et le Collège Saint-Sacrement. Ce sont nos élèves de 4e secondaire qui ont écrit cette année des textes sur l'environnement. Donc, c'est un cahier d'écriture que les élèves travaillent pendant plusieurs cours. Ils écrivent sur l'environnement, que ce soit l'environnement, la nature, la terre, la protection ou leur environnement plus près, les amis, la famille, l'école. Puis, en janvier, les 4 enseignantes de 4e secondaire en français ont évalué les textes, en ont choisi 21. Puis ces textes ont été soumis aux artistes de l'AVT. Donc 21 artistes sont partis avec les textes pour les illustrer. On a aussi eu l'idée de faire quelque chose à l'interne. Donc, notre prof d'art plastique, Mme Boily, en 2e secondaire, a pris des élèves aussi qui ont illustré à leur tour les textes. Donc, ce soir, on voit des trios, donc des œuvres d'art, des artistes de l'AVT, de nos élèves de 2e secondaire et les textes choisis. J'ai déjà participé à un projet similaire il y a 30 ans. C'était des élèves du primaire et c'était des textes d'enfants sur l'environnement. Et moi, je faisais partie d'un club, Le Partage, le club d'aquarellistes. Et on avait décidé d'illustrer les textes d'enfants du primaire 3. Et ça avait eu un succès incroyable et ça m'a toujours resté dans le coco
que je voulais refaire ce projet-là. Nous autres, avec la AVT, on voulait intégrer plusieurs artistes qui font partie de notre association, sauf qu'on était en chercher aussi de l'extérieur. Puis là, on a eu un juge qui s'est occupé, un juge externe qui s'est occupé de faire la sélection des artistes qui pouvaient participer. Donc, il y avait justement, à partir de ce moment-là, il y a une pige pour être sélectionné en tant qu'artiste, mais la pige était au niveau de l'élève. Donc, on a comme conjointement, on s'est rencontrés, on a lu le texte de l'élève, puis à partir de ça, on s'inspirait pour créer les œuvres. Ce projet est très créatif, puis je sais que les artistes de l'AVT qui ont reçu les textes des élèves s'attendaient peut-être à des textes plus joyeux. Donc, on peut comprendre que nos élèves de 4e secondaire sont quand même assez conscients des enjeux sur l'environnement dans les prochaines années. Puis le portrait qui est dépeint, c'est pas nécessairement tout le temps très positif. Donc, ils sont vraiment conscients des enjeux. Au début, ça n'a pas été facile parce que les artistes, souvent, ils sortaient de leur zone de confort. C'était pas des choses que ces textes-là, ils auraient fait en temps normal. Ils sortaient. Mais finalement, au bout du compte, les artistes sont très, très contents aujourd'hui. Si on prend cette section ici, elle parle beaucoup des feux de forêt, des habitations qui brûlent, puis que les gens sont obligés de s'exiler. Les gens vont trouver de l'espace dans l'eau pour leur sécurité. Si on passe ici, bien, c'est les rats de marée. Si vous regardez proche, ici, vous allez voir, il y a toutes sortes de cochonneries. C'est que toute la pollution de plastique dans la mer. Fait que c'est de même que je l'ai interprété. Après ça, ici, bien, c'est le niveau politique. On peut voir, c'est un personnage important aussi, mais que les multinationales contrôlent la politique, puis les politiciens se cachent la tête dans le trou. Ici, bien là, on commence à être un petit peu plus joyeux. Elle s'est installée ici, puis elle rêve qu'éventuellement, elle a marouflé une petite terre ici. Moi, j'ai fait une couche d'ozone que je suis en train de réparer avec de la couture. Puis comme on n'a pas fini, bien, l'aiguille est restée là pour dire qu'il y en a encore à faire. Ça nous a sensibilisés beaucoup. Fait que c'est pour ça que même les textes, on trouvait que les textes étaient un petit peu lourds. Oui. C'était pas le bonheur au niveau des textes. Je parle au niveau de l'intérieur de chaque individu, chaque jeune. Mais nous, à partir de ça, c'est sûr qu'il fallait quand même harmoniser ça, la toile avec le texte, donc pour créer le lien visuel. Mon texte, à la base, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Mère Nature. Mère Nature, c'est une façon d'appeler la nature selon différentes cultures, différentes religions, etc. Alors, je suis allée avec ça à la base. Et après, je me suis dit, pourquoi pas y aller littéralement? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à personnaliser, disons, la nature, à la faire comme si c'était une mère pour de vrai, pour tout le monde. Au début, c'est beau avoir un enfant, mais des fois, il y a des difficultés. Et je l'ai passé à la mère qui dit là, moi, je suis mal. T'as grandi, je t'ai laissé grandir, mais là, moi, je suis mal. Et l'enfant dit, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça s'est réellement passé? Pas vraiment. Moi, j'ai voulu illustrer la dégradation là, au sujet de l'environnement et tout ça. J'ai commencé par chercher quels sont les animaux qui sont en danger de disparition. J'en ai choisi 4, puis je les ai illustrés sur le bon côté, comme l'élève m'avait suggéré, quand tout allait bien. Puis sur le deuxième côté de l'horloge, c'est depuis que les gens se préoccupent moins de l'environnement. Je trouve que ça crée un rapprochement avec des jeunes. Puis on n'est pas tous jeunes en tant que peintre ou artiste peintre, là. Donc, je trouve que ça fait un beau mix, là. Ça nous ramène un petit peu à avoir leur valeur aussi, puis leur idéologie de jeunes. Être la présidente d'honneur, ça m'a à la fois surprise, mais j'étais aussi heureuse parce que, dans le fond, c'est une très belle opportunité. Puis je m'y attendais pas, mais en même temps, je trouvais que ce serait une belle occasion de découvrir d'autres artistes, puis aussi de faire un peu la promotion de mes œuvres parce que je suis une artiste en devenir aussi. J'espère pouvoir prospérer dans ce domaine-là un jour.
Le 5 mai prochain, au cabaret du Casino de Montréal, aura lieu le spectacle bénéfice de la Fondation Maman Dion. Le thème de cette année est « Celle qui m'a tout appris ». Le but de cette campagne de financement est d'amasser des fonds pour la réussite scolaire des enfants, une cause qui est au cœur de la Fondation depuis 2005. Comme à l'habitude, la Fondation a demandé à de grands artistes de faire partie de ce spectacle, telle Nathalie Choquette. Un événement qui est donc à mettre à votre agenda afin d'aider les jeunes de chez nous à réussir leur parcours scolaire. La pyrogravure est un art qui peut être accessible à tous. L'artiste Isabelle Cholette en est passionnée et elle a pour mission de le faire découvrir aux Lanaudois. Notre collaboratrice Maude Ravenel s'est rendue dans son atelier pour vous en apprendre davantage sur les bases de ce médium artistique. Je suis avec Isabelle Cholette, l'artiste derrière les saisons d'Isabelle, parce qu'aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur la pyrogravure. Tout le monde a déjà vu ça, mais comment on s'y prend, c'est ce qu'on va découvrir. Bonjour! Bonjour! Vous pratiquez la pyrogravure. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette forme d'art? Moi, j'ai toujours aimé l'art. J'ai fait différents médiums, de la peinture, beaucoup de peinture sur bois. Donc, le bois a toujours été important là, pour moi. Et j'ai découvert, c'est ça, la pyrogravure. Qu'est-ce qui m'a accroché? C'est l'essence d'une matière naturelle. Donc, redonner une deuxième vie là, au bois, parce que je travaille beaucoup avec le bois recyclé. L'odeur, un peu l'odeur sur le bord d'un feu de camp, donc l'odeur qui se dégage de là. Et je trouve, c'est ça, un beau look champêtre, nature. Pour ceux qui auraient envie d'essayer à la maison, quels sont les outils dont ils auront besoin pour pouvoir faire de la pyrogravure? Alors oui, on se demande souvent, on pense que ça peut être très dispendieux, s'équiper pour la pyrogravure. Moi, dans le fond, là, ma suggestion, c'est toujours un pyrograveur comme ça, là, à pointe rigide, avec un contrôleur de chaleur. Donc, ça vaut là, 50 $. Et avec ce pyrograveur-là, vient une dizaine de pointes. Donc, on a des pointes rondes, des pointes droites et tout. Et pourquoi un contrôleur de chaleur? C'est important parce que c'est ce qui nous permet là, de garder une bonne température. Donc, une fois qu'on a ça, les pyrograveurs à pointe rigide se vissent et se dévissent avec une paire de pinces qu'on a tous possiblement pas loin de la maison. J'utilise une brosse à laiton pour le nettoyage, donc pour garder les pointes propres. Un efface-sable, parce que j'utilise un papier graphite pour le transfert d'image. Donc, une fois que le dessin est fini à la pyrogravure, ça arrive qu'il reste là, des petites traces de papier graphite. Alors, avec un effaçable, on peut là, tout faire disparaître. J'ai envie de dire, le secret, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon en dessin pour s'adonner à la pyrogravure. Exactement. Puis c'est une inquiétude de plusieurs qui hésitent des fois à dire « je ne veux pas aller à l'atelier, je ne sais pas dessiner ». Alors, moi, j'utilise vraiment, c'est ça, le papier transfert. Donc, on prend une image et on le transfère directement. Alors, ce qui nous reste comme créativité ou comme côté artistique, c'est vraiment là, la pyrogravure à travailler pour faire apparaître notre image. Puis, je vois ici que vous avez plusieurs morceaux de bois dans votre atelier. D'où proviennent-ils? Je vous dirais que 85% de mon bois, c'est du bois recyclé, du bois récupéré. Alors, on voit celui-ci, c'est ça, arrive directement de la forêt. Donc, fait que j'ai du bois ici recyclé. C'est des anciennes planches, des restants des fois de construction. Donc, c'est tous des morceaux que je garde. Les gens autour de moi, d'autres artisans, des fois, me font don là, de leur retail de bois. Et Dame Nature directement. Au printemps, ce temps-ci, c'est le temps, les arbres, dont les bouleaux. Il y a plusieurs branches qui cassent malheureusement avec les intempéries de l'hiver. Alors, on commence déjà à couper, faire sécher pour les rondins des fêtes. Vous avez un souci de l'environnement, là, qui est quand même très présent. Beaucoup, pour moi, c'est important, même au niveau des produits. Je ne suis pas capable, malheureusement, de vous dire que c'est 100% des produits là, vraiment éco-responsables, mais la plupart, je vais me servir de cire d'abeille, d'huile végétale, d'huile minérale. Donc, je vais essayer là, majoritairement des vernis à base d'eau, tout ça. D'y aller le plus possible là, avec la nature. Et c'est le plaisir aussi de donner une deuxième vie à du bois. Au Québec, c'est quand même peu connu et il n'y a pas de livres qui ont été écrits sur la pyrogravure. Vous avez comme projet d'en écrire un? Exactement.
Première des choses, moi, si j'ai découvert la pyrogravure, bon, comme intervenante, tout ça, c'est un jeune qui était dans mes groupes. À chaque année, je demandais qu'est-ce qu'on fait comme projet artistique au niveau d'une jeune coop. Et c'est un jeune homme qui a nommé la pyrogravure. J'avais jamais fait de pyrogravure. Alors, cherche partout, il ne se donne pas d'atelier au Québec, pas de livre en français. Donc, je me suis revirée là, vers les chaînes, les tutoriels en ligne et tout. Et puis, des livres anglophones. Alors, c'est ça, fait que je me suis retrouvée à monter là, mon premier atelier dans ce cadre-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai vu le besoin de donner tout ça. Et là, les gens me disaient, j'aimerais ça pouvoir poursuivre à la maison. Le recueil L'art de la pyrogravure va sortir à l'automne. C'est 12 patrons. Alors, 12 créations à réaliser étape par étape, accompagnées avec les photos, les techniques que les gens pourront se procurer. Là, présentement, je suis en travail avec la maison d'édition, mais c'est prévu pour l'automne. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce dessin? Non, je n'ai pas fait ce dessin-là. Je suis allée avec vraiment un contour, une image que j'ai pris, que j'ai fait agrandir. Donc, je travaille aussi avec pyrograveur à pointe souple. Et pourquoi aujourd'hui, présentement, je vais utiliser lui? C'est qu'il prend 15 secondes à chauffer, contrairement à celui-là qui va prendre 3 à 5 minutes. Et comme mes traits plus larges sont faits, on va s'en aller dans les petits détails. Alors, on y va avec une pointe beaucoup plus fine. C'est vraiment de la patience, là. C'est d'y aller un à la fois. Je me fais toujours des petites lignes directrices. Dans certaines de vos œuvres, vous ajoutez de la couleur. Comme là, je vois, il y a ce papillon qui est juste ici. Vous avez ajouté... C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle que vous oui, ajoutez. Mais sous forme de crayon, de peinture. On va utiliser de l'acrylique. Certains vont utiliser de l'encre à l'alcool. Mon choix premier, c'est l'aquarelle parce que je trouve qu'il est translucide. Donc, on garde quand même l'essence du bois au travers. Pour ceux qui ne sont pas excellents en dessin, vous avez quelques petits trucs. Donc là, ici, on a une boîte en bois. J'ai un papier. Et là, avec ce... de papier de transfert. Oui. Comment ça fonctionne? Expliquez-moi. Okay. Bon, premièrement, moi, j'ai fait mon dessin à main levée. Alors, même ceux qui sont habiles en dessin, je suggère toujours de le faire sur une feuille parce que sur le bois, on peut tacher et ça laisse des bavures là, lorsqu'on efface tout ça. Alors, on imprime notre image ou on fait notre dessin sur feuille. On l'installe là, sur notre surface de bois. On ajoute papier transfert, donc côté opaque directement sur la pièce de bois. Et à l'aide soit d'un stylet ou d'un crayon mine, tu vas pouvoir retracer. Donc, l'image va apparaître, puis ça va donner des lignes directrices là, pour ta pyrograveuse sur le bois. Et souvent, ce qui ressort, c'est ça, on tombe dans un état méditatif. Là, quand vient, c'est ça, on se concentre sur les lignes. Plusieurs aiment faire les mandalas. Regarde. Fait qu'il ne faut vraiment pas appuyer fort, en effet. Non. C'est vraiment comme lorsqu'on écrit. Donc, pour ceux qui voudraient essayer, qu'est-ce que vous avez, quel événement avez-vous qui s'en vient dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Moi, dans le fond, au niveau des ateliers, il va y avoir le 3 mai une soirée d'expérimentation, exploration là, sur la pyrograveuse sur bois. Les gens vont avoir la chance là, de créer, peuvent apporter leur image, leur pochoir et autres. Alors, le 3 mai à l'atelier Le Garage à Mascouche. Sinon, c'est ça, je suis en marché là, au niveau du printemps. Dans la région, je vais être au Salon qui fait du bien, pavillon du Grand Coteau à Mascouche, la dernière fin de semaine d'avril. Pour tous les renseignements concernant, c'est ça, l'équipement, les événements, tout ça, bien, j'ai une boutique en ligne et je suis évidemment sur les réseaux sociaux. Donc, les saisons d'Isabelle. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre studio aujourd'hui et de nous avoir fait découvrir la pyrogravure. Bien, merci à vous! Le compositeur, arrangeur et contrebassiste Jean-Félix Mailloux était en concert dans le cadre d'Ara Musique pour nous présenter son tout dernier concert, Ravel Inspiration. Jean-Félix Mailloux a fait des arrangements novateurs pour certains morceaux de Ravel, tandis que d'autres pièces de Ravel ont été une source d'inspiration pour ses propres compositions originales. Ce concert, qui est présenté par l'ensemble Corps d'âme, offre une exploration originale de l'univers musical impressionniste de Ravel, mêlant musique de chambre et jazz pour créer des paysages sonores d'une grande beauté. Votre télé régionale était présente.
pris plusieurs thèmes de Maurice Ravel que je me suis amusé à réarranger pour mon ensemble corps d'âme. Donc, c'est un ensemble de 6 musiciens. Il y a violon, violoncelle, contrebasse, harpe, piano et percussion. Puis, dans le fond, on fait des compositions, puis des compositions qui se basent sur des thèmes de Maurice Ravel, de pièces, surtout des pièces pour piano, mais aussi d'autres pièces orchestrales, là. Dans le fond, c'est notre 3e projet autour de compositeurs français. On a fait Satie, Debussy, puis Ravel. C'était comme une genre de trilogie, si on veut, de compositeurs français. Corps d'âme, c'est un ensemble qui est aussi un peu à géométrie variable. On a plusieurs formules avec le groupe, donc c'est pas tout le temps violon, violoncelle, contrebasse, piano, harpe et percussion. Des fois, on a un autre spectacle qui est en tournée présentement qui s'appelle Fabula Femina, où on n'a pas de pianiste, mais c'est une chanteuse. Donc, puis au fil des années, dans le fond, le groupe qui a commencé en 2004 était comme un trio de cordes, violon, violoncelle, contrebasse. Puis au fil des projets, on a ajouté la guitare, du piano, de la harpe. Donc c'est vraiment, selon les projets, on a des instrumentations un peu différentes. En général, sur scène, on est entre 3 et 6. Le film Tokyo au pays des extrêmes sera présenté au Centre culturel des Jardins de Joliette. Cette présentation sera accompagnée des réalisateurs Philippe Sorel et Maximilien Daubert le 29 avril à 19h. Un beau moment pour en apprendre sur un pays aux mœurs et coutumes différentes des nôtres. L'émission tire à sa fin, mais nous serons de retour la semaine prochaine pour vous faire découvrir d'autres artistes de la région. Pour rester informé et poursuivre notre programmation, abonnez-vous à notre infolettre et allez consulter notre site web, le tvrm.ca. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.